Alors maintenant qu'on a vu l'essentiel des forces que l'on va rencontrer dans les cas courants, on va essayer de se poser la question 1. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'expression d'une force, et puis 2. Introduire la notion de quantité de mouvement et voir comment ça peut se généraliser à un système qui comporte plusieurs masses. On commence par les méthodes de mesure pour une force. Donc là, vous avez globalement deux manières principales de faire. Vous avez soit une mesure par comparaison, c'est-à-dire que vous prenez votre système qui exerce une force et puis vous comparez à un autre système dont vous savez, vous connaissez la force qui est exercée. Donc méthode par comparaison. Typiquement, c'est quand vous utilisez un dynamomètre. Le dynamomètre permet de mesurer une force. En gros, c'est un petit ressort qui est accroché de sorte à avoir une zone dans avec des graduations qui vous permettent de savoir quelle est la valeur en newton de la force. Alors, il faut bien choisir le dynamomètre, c'est-à-dire le ressort qui soit adapté à la force. Vous n'allez pas utiliser la même chose si vous suspendez par exemple un éléphant au plafond ou simplement une petite souris. Donc ça va pas être le même effet. Donc il faut choisir votre dynamomètre et puis vous allez, en mesurant l'allongement du ressort, permettre d'en déduire la valeur de la force. L'avantage, c'est que le ressort, tant qu'il est utilisé dans ce domaine d'élasticité, eh bien l'allongement est linéaire avec la force. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un lien direct entre les deux. Et puis, vous pouvez faire aussi une méthode par action sur un mobile. C'est-à-dire que là, vous allez étudier la trajectoire d'un mobile, la mesurer, et sachant que la seule force inconnue, c'est celle que vous cherchez à déterminer, en essayant de prédire la trajectoire par intégration des lois de Newton avec une certaine expression de votre force, et si ça permet de reproduire la trajectoire qui est effectivement visualisée, ça vous permet de vérifier si c'est correct. Par exemple, pour déterminer la valeur de l'accélération de la pesanteur, on va lancer par exemple une balle par là et puis mesurer sa position en prenant des photos à intervalles réguliers. Et normalement, on a vu que pour un mouvement à accélération constante, donc si le poids est effectivement équivalent à une accélération constante quand il est du sol à s'appliquer, vous devriez avoir une belle trajectoire parabolique. Si c'est pas le cas, soit votre modèle du poids est mauvais, soit c'est votre hypothèse de départ qui est que seul le poids s'applique, en plus d'autres forces dont vous connaissez les expressions, qui sera mauvaise. Ici, typiquement, vous pouvez avoir un problème avec les frottements de l'air, et il va falloir peut-être se mettre dans le vide pour pouvoir s'affranchir de ce phénomène de frottement. Puis une fois qu'on a déterminé le poids, on peut refaire l'expérience dans l'air pour déterminer justement l'expression des frottements de l'air correspondants. Alors, maintenant qu'on a déterminé et donné cette expression, pour les méthodes de mesure, on va définir le concept de masse d'inertie et de quantité de mouvement. Alors, la masse d'inertie, c'est la masse qui intervient dans la loi fondamentale, de la relation fondamentale de la dynamique qu'on va introduire dans la prochaine partie, qui dit que m fois l'accélération, c'est la somme des forces. Le premier m, c'est ce qu'on appelle la masse d'inertie. Il se trouve qu'en gravitation, on utilise aussi une masse, qu'on appelle masse gravitationnelle, et cette masse gravitationnelle, c'est elle qui va déterminer la force avec laquelle un astre attire un autre. Alors, on s'est rendu compte que la masse d'inertie était proportionnelle à la masse gravitationnelle, c'est-à-dire que quand vous doubliez la masse gravitationnelle, vous doubliez aussi l'inertie de l'objet correspondant. Donc, on a fini par dire, en fait, c'est deux fois le même objet, mais d'un point de vue théorique, ils n'apparaissent pas au même endroit. On a pris, c'est comme si c'était deux objets différents qui étaient proportionnels l'un à l'autre, et puis on a pris un coefficient de proportionnalité qui est égal à 1. Donc la masse d'inertie traduit la résistance, donc la masse d'inertie
traduit la résistance d'un corps à changer sa trajectoire. On traduit la résistance d'un corps à modifier sa trajectoire. Ça veut dire que si vous prenez un objet qui a une masse d'inertie plus importante, alors il va être plus difficile, il va falloir pousser plus fort pour changer sa trajectoire de la même manière, à modifier sa trajectoire. Et on définit la quantité de mouvement comme étant le produit P égale la masse d'inertie multipliée par la vitesse. Ça, c'est la définition classique. On verra dans un chapitre ultérieur une définition relativiste. On va faire intervenir le gamma relativiste. Vous aurez gamma MV. Mais déjà, de manière classique, ça se comprend relativement bien. La quantité de mouvement, ça caractérise votre mouvement. Et il n'y a pas que la vitesse qui est importante. Vous savez que ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter une balle de bowling qui se balade à une vitesse, par exemple, de 10 mètres par seconde que, je sais pas moi, une balle de ping-pong. Même si le choc fera aussi un petit peu mal avec la balle de ping-pong, vraisemblablement, ça fera beaucoup moins mal qu'avec la balle de bowling. Vous pouvez faire la même expérience. Imaginez, vous prenez un ballon de rugby ou un ballon de foot, et puis vous lâchez le ballon, vous donnez un bon coup de pied dedans pour faire un dégagement, il y a un effet naturel, le ballon va partir. Bon, maintenant si vous remplacez ce ballon par quelque chose qui a en surface exactement la même tête que votre ballon de rugby, mais qui est en granit, vous donnez au joueur, vous supposez qu'il n'a pas remarqué que c'est beaucoup plus lourd dans ses mains, il le lâche, il frappe, et là je peux vous assurer que c'est son pied qui va partir directement à l'hôpital pour une fracture, parce que le granit, ça va bouger beaucoup moins facilement, ou il acceptera beaucoup moins facilement de changer sa trajectoire que le ballon qui lui est principalement rempli d'air quand même, avec une petite coque extérieure en cuir pour réussir à tenir le tout ensemble. Bref, vous avez un changement de comportement qui est principalement dû à la masse d'inertie. On peut faire la même image si vous prenez un 36 tonnes comme ça qui se balade, ou un school bus qui se balade avec une vitesse VA de je sais pas moi 10 mètres par seconde, 36 km/h, c'est pas grand chose finalement. Et de l'autre côté vous prenez Achille, de Achille et la tortue, qui se balade à une vitesse VB de 10 mètres par seconde aussi, mais dans le sens opposé. À votre avis, qui va gagner quand vous allez avoir le school bus et Achille qui rentrent en collision? Est-ce que les deux vont s'arrêter, ou est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui va finir par pousser l'autre parce qu'il a une inertie plus importante? C'est bien de manière évidente, même si Achille est quand même un demi-dieu, il va quand même être soumis aux lois de la physique, et comme à tout casser il fait dans les 100-120 kg, comparé au school bus qui doit faire dans les 3-4 tonnes, voire peut-être une dizaine de tonnes, vous allez avoir le school bus qui va continuer à avancer et Achille qui va être gentiment encastré à l'intérieur du moteur, ce qui est pour le moins inconfortable. Donc c'est à retenir, la quantité de mouvement, c'est la difficulté que vous aurez à changer. Et vous voyez que on a beau avoir la même vitesse, si la masse est beaucoup moins importante, la quantité de mouvement de Achille est beaucoup moins importante que celle du school bus, et donc vous allez avoir que le school bus va moins changer. Vous allez avoir une variation de quantité de mouvement qui sera du même ordre de grandeur pour les deux, mais l'une étant beaucoup plus grande que l'autre, la variation relative de quantité de mouvement, elle, sera moins importante. Donc la quantité de mouvement, avec M, la masse du corps que vous constituez, que vous considérez, la masse du corps ponctuel pour le moment, et V, la vitesse du corps dans le référentiel R dans lequel on s'est placé. On va reparler de référentiel juste après pour voir à quoi ça correspond. On va terminer cette partie avec le cas d'un système de points. Ça, normalement, techniquement, c'est la quantité de mouvement pour un
point matériel, c'est-à-dire un point qui est associé à une masse, et on va tout de suite voir qu'on peut généraliser à la quantité de mouvement que vous avez certainement déjà utilisé, parce que quand j'utilise la quantité de mouvement d'Achille, Achille ça n'est pas un point matériel, c'est tout un ensemble de points matériels qui sont agrégés et qui bougent un petit peu les uns avec les autres. Donc le cas d'un système de points, on va dire que assez naturellement, la quantité de mouvement total, par définition, ça va être la somme des quantités de mouvement de chaque point. Donc la quantité de mouvement total, ça va être la somme sur chacun des points I des quantités de mouvement PI, c'est-à-dire que c'est la somme des MI des I. Ça, c'est par définition. Et on va pouvoir démontrer que ce truc-là, ça va s'écrire la masse totale fois la vitesse du centre de gravité de votre système, défini à partir des vitesses et des masses de tous les autres positions. Donc, on va faire la petite démonstration. Alors je le fais que pour un système à deux masses, comme on a fait la démonstration du diviseur de courant ou du diviseur de tension pour simplement deux résistances. Donc là c'est la même idée, ça va se généraliser très facilement une fois que vous savez faire ça. Donc on prend deux masses, M1 et M2. Les masses sont au point grand M1 et grand M2. Parce qu'on va avoir besoin d'intervenir, de faire apparaître le centre de gravité, et puis ça généralisera mieux si on a un MI là-dedans dans l'idée, et puis on écrit la quantité de mouvement totale, par définition, ça va s'écrire M1V1 plus M2V2 avec V1 la vitesse du premier point matériel et V2 la vitesse du deuxième point matériel. Là, vous voyez que je peux revenir à la définition. V1, c'est dOm1 sur dt, c'est la variation de la position du premier point par rapport au temps. M2, c'est du coup dOm2 sur dt, la dérivée de la position du second point par rapport au temps. Les masses sont gentiment constantes, donc je peux les rentrer à l'intérieur des dérivées. Donc j'ai la dérivée de M1 au M1, plus la dérivée de M2 au M2. Alors bien sûr, si j'ai des systèmes à masse variable, ça va être un petit peu plus compliqué, mais là, ça va quand même bien se comporter. La dérivée d'une somme, enfin la somme des dérivées plutôt, c'est la dérivée de la somme. Donc j'ai M1 au M1 plus M2 au M2. Et ce machin-là, par définition, c'est M dot, donc M1 plus M2, fois OG avec G, le barycentre respectif de M1 avec la masse petit m1 et M2 affublé de la masse petit m2. Résultat, je me retrouve avec la dérivée de M dot OG. Là, le M dot, hop, je le ressors. Ça me donne du M dot dOG sur dt et on arrive bien à une expression de la quantité de mouvement total qui s'écrit la masse totale fois la vitesse du point G, c'est-à-dire la variation, la dérivée de la position du point G au cours du temps par rapport à l'origine des coordonnées dans notre système. Voilà, c'est tout pour cette première partie un petit peu longue avec toutes ces histoires de force qu'il fallait introduire, mais ça va nous permettre de travailler convenablement par la suite dans les exercices.